Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un exposé sur les goulags dont le thème était les goulags, instruments de terreur. Donc dans un premier temps on a le sommaire, donc je vais commencer par l'introduction, ensuite nous verrons dans la première partie la création des goulags et de son apogée en 1953. Par la suite, en seconde partie, nous verrons la topographie des camps et de comment ils sont mis en place à travers tout l'URSS. Et puis enfin, en troisième partie, nous verrons comment les détenus des goulags vivent et dans quelles conditions sanitaires et dans quels moyens vivent-ils. Tout ça pour finir par la conclusion. Donc pour introduire, on peut déjà voir que le terme goulag est un mot qui est souvent mal utilisé, parce que le goulag de base c'était l'organisme administratif qui occupe des camps en URSS. Donc en première partie, je vais parler de la création des goulags. Donc on va commencer par les entre guillemets proto-goulags, comme je les appelle. Donc les tout premiers goulags qui sont apparus ont été inventés en Afrique du Sud pendant la guerre des Boers, qu'ils appelaient à l'époque des camps de concentration. C'est le terme employé par les Anglais à l'époque. Pendant la guerre civile russe, les deux camps, dont les bolcheviks et les blancs, les bolcheviks se sont dit qu'il serait plus sûr pour eux de mettre tout ce qui est aristocrates et marchands à l'extérieur des villes principales car ils menaçaient la révolution en 1918, donc qui était appelée l'époque de la Terreur rouge. Donc pendant cette époque de la Terreur rouge, plusieurs centaines de milliers de personnes ont été envoyées dans des camps, principalement sur les îles Slovki. À l'époque, ils ne savaient pas trop qui arrêter. Ils arrêtaient à peu près tout le monde, qui considéraient comme des ennemis de la classe. C'est d'abord Trotsky et ensuite Lénine qui a mis en place ces camps de concentration suite au traité qu'il a eu le 3 mars 1918, le traité de Brest-Litovsk. Donc sur la droite, vous pouvez voir une carte qui regroupe à peu près tous les goulags qu'il y a eu pendant l'époque de l'URSS. On peut remarquer aussi qu'il y a eu une très forte concentration de beaucoup de goulags aux alentours de la ville de Moscou, qui est donc la capitale. Ensuite, nous avons la Grande Terreur, donc les grandes purges de 1936-1938. Pendant cette époque-là, Staline s'est dit qu'il était temps d'éliminer tous ses opposants. Donc pendant la Grande Terreur, c'est tout le monde qui a été visé. Donc les fonctionnaires, les membres du PCUS, les militants du KPD, des journalistes, des citoyens, des scientifiques et des historiens. Donc c'est pendant cette période qu'il y a eu lieu les fameux procès de Moscou, qui étaient animés par la volonté de tuer directement ou indirectement, bien évidemment. C'est à peu près 700 000 personnes qui ont été envoyées dans les goulags. À la droite, on peut voir une photo, la fameuse photo de Staline aux côtés de Nikolaï Yezhov, qui fut lui aussi purgé pendant cette purge justement, et qui fut censuré de toutes les photos où il était présent. Je vais donc parler de la fameuse période de la Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que Staline a décidé de faire une grande déportation de masse. Donc après le fameux pacte germano-soviétique, l'URSS va entrer en guerre le 17 septembre 1939. Il va donc prendre la moitié de la Pologne en 1940. Et dès 1941, elle va déjà s'atteler à la déportation de plus de 500 000 habitants polonais. En cette même année, le plan Barbarossa est mis en exécution par Hitler. Il commence à envahir l'URSS. C'est à ce moment-là que le chef du NKVD, Lavrenti Beria, a décidé de déplacer les centaines de milliers de prisonniers qui étaient sur le front polonais vers l'est du pays. Malheureusement, dû à tous ces déplacements, des famines se sont donc fait sentir dans tous ces camps, et donc à peu près 25% des décès qui a eu lieu dans ces camps étaient dus à la famine pendant l'hiver 1941-42. Suite au début d'invasion des Allemands en URSS, l'URSS a décidé de créer un département spécial pour les prisonniers de guerre en 1944. Un bureau qui est distinct de la bureaucratie du goulag. Et c'est donc à la fin de la guerre qu'on peut estimer que à peu près 4 millions de prisonniers de guerre étaient présents dans ces goulags. À la droite, on peut voir une photo de Lavrenti Beria qui est avec la fille de Staline, Svetlana. Lavrenti Beria, qui était un ami proche de Staline, ils venaient tous les deux du même pays d'origine, la Géorgie. Je vais maintenant parler de l'apogée des goulags. Donc, il y a une très grande réorganisation en 1946. Le NKVD s'est divisé en deux. Le goulag maintenant dépendait du MVD, le ministère des Affaires intérieures. Donc, durant la guerre froide, il y a eu une grande course à l'armement, donc l'armement nucléaire. Et beaucoup de ces prisonniers étaient donc utilisés comme main-d'œuvre pour pouvoir créer ces armes nucléaires. Donc maintenant, je vais passer à la deuxième partie, donc ce qui est de la topographie des goulags. Donc il y a plusieurs types de camps, vous pouvez voir ici quelques exemplaires, il pouvait y en avoir qui faisaient dans le chemin de fer, dans le charbon, dans la création de canals, de mines ou le pétrole.
Donc ces fameux camps comment étaient-ils organisés? Donc à peu près, ils étaient en forme de carré ou rectangulaire dans les années 30. On y trouvait des postes de contrôle, un panneau à l'entrée comme sur les îles Slovaquie, vous pouviez y lire «D'une poigne de fer, nous conduirons l'humanité vers le bonheur» ou «Par le travail, la liberté». Donc tout le camp était encerclé de barbelés ou de murs. Tout ça surveillé très près, bien sûr, par des miradors. Les gardes, eux, avaient donc le droit de pouvoir tirer sur les fugitifs s'ils tentaient de s'enfuir. Mais bien que la plupart de ces fameux goulags se trouvaient dans les terres froides de Sibérie, beaucoup de prisonniers se dissuadaient eux-mêmes de pouvoir s'évader, car à cause des conditions climatiques qu'il y avait à l'extérieur. Donc les baraquements ont eux-mêmes été plutôt simples, un lit au-dessus d'un autre lit, c'était tout ce qu'il y avait. Ils pouvaient soit vivre dans des baraques en bois ou en pierre. Certains avaient de la terre au sol, même si certains étaient plus chanceux, ils pouvaient avoir des planches de bois. Donc, en troisième partie, je vais parler de la vie dans les camps. Qu'est-ce qu'ils faisaient principalement de leur journée? Donc, ils devaient entretenir leur camp, ils devaient préparer à manger, nettoyer les toilettes, tout ça bien sûr. Dans cet environnement-là, beaucoup de prisonniers se battaient, il y avait des rixes. Le problème, c'est que les prisonniers politiques et les autres étaient mélangés et donnaient vie à ces fameuses violences. Ils pouvaient jouer aux cartes, écrire des poèmes, nettoyer leurs baraquements et d'autres. Ensuite, bien entendu, il y avait le travail forcé qu'ils avaient à effectuer tous les jours. Donc le travail dans les mines, la construction de canals, etc. Donc, les espaces personnels. Il n'y en avait que très peu. Les principales, quand il leur manquait des baraquements, certains prisonniers étaient obligés de dormir dehors, dans des tentes, dans le froid. Ils devaient creuser dans la terre pour se faire à peu près un lit douillet. Sur la droite, vous pouvez voir l'intérieur d'un baraquement confortable que certains prisonniers avaient le privilège de se trouver. Une chose à noter, c'est qu'il n'y avait pas que des hommes dans ces fameux camps, il y avait aussi des femmes qui s'y retrouvaient. Bien qu'elles étaient minoritaires, elles étaient souvent séparées des hommes, mais il arrivait que des fois, elles se retrouvaient mélangées à eux, donc elles tombaient enceintes. Et du coup, elles devaient accoucher dans des hôpitaux, des complexes. Les fameux enfants qui naissaient de ces prisonnières étaient donc envoyés dans des orphelinats. Il arrivait aussi que les enfants de délinquants et criminels étaient enfermés dans des colonies spéciales. Le personnel, lui, était donc composé d'hommes qui étaient libérés ou qui étaient d'anciens membres du goulag ou de la police secrète qui sont tombés en disgrâce. Donc des gens qui ont tout perdu, toute crédibilité. Il faut aussi savoir que ces fameux gardes n'étaient pas aussi mieux logés que les prisonniers. Ils vivaient aussi dans des situations pitoyables. Ils étaient tout autant touchés par la famine que par les journées de travail et par les maladies. Mais il faut aussi dire que certains vivaient comme des rois, ils vivaient dans le luxe, c'est-à-dire les comptables, les techniciens, les médecins et les instructeurs. Donc, pour conclure ce texte, le goulag fut un moyen qui fut privilégié par Staline pour briser ses opposants et faire oublier ou emporter toute la misère du monde ailleurs dans le pays. Il ne pouvait s'en occuper, beaucoup de personnes vécurent dans ces camps, que ce soit le personnel ou les prisonniers. Ils eurent de très mauvaises expériences, beaucoup s'en sont sortis de ces fameux camps, soit brisés moralement ou physiquement en perdant des membres via le froid ou les accidents de travail.